Pendant des décennies, Sophie Darel a incarné ce que l'on pourrait appeler la légèreté sur écran. Une femme capable de rire facilement, de sourire sans jamais laisser transparaître ses blessures et de paraître à l'abri de toute forme d'amertume. Dans l'imaginaire collectif, elle semblait insensible aux tempêtes de la vie, inébranlable face à tout ce que l'existence pouvait mettre sur son chemin. Elle était cette figure lumineuse que l'on retrouvait dans les émissions de variété, sous les projecteurs, entourée d'applaudissements, ou parfois même dans le silence des plateaux. Pourtant, derrière ce sourire parfait se cachait une histoire que personne ne connaissait vraiment. Une vie façonnée par des expériences qu'elle n'avait jamais exprimées à voix haute et que le temps seul a permis de révéler. Aujourd'hui, à un âge avancé, Sophie Darel commence à parler différemment. Non pas plus fort, mais avec une honnêteté brute et tranquille qui tranche avec l'image publique qu'elle a entretenue pendant tant d'années. Ce qu'elle admet maintenant pose une question universelle. Combien de douleurs une personne peut-elle accumuler tout en donnant l'impression au monde que tout va bien? Combien de secrets et de souffrances peut rester silencieux derrière un visage souriant et rassurant? L'image que le public a aimée pendant des décennies était réelle, mais incomplète. Pour la France entière, Sophie Darel n'a jamais été associée à la tragédie. Elle a débarqué à la télévision très tôt, à peine adolescente, et s'est rapidement imposée comme une artiste capable de dégager chaleur et charme plutôt que drame et mélancolie. Contrairement aux idées reçues, sa formation initiale n'était pas musicale, mais tournée vers la comédie. Au conservatoire, elle s'est consacrée à l'art dramatique, guidée moins par l'ambition de prestige que par son instinct et son envie de créer. Le parcours traditionnel lui semblait monotone, trop d'auditions, trop de contraintes formelles. Elle a alors choisi sa propre voie, celle du cabaret, avançant à son rythme, apprenant à survivre par l'énergie et la persévérance plutôt que par l'approbation des autres. Cette autonomie et cette discipline sont devenus les piliers de sa carrière. Quand elle a été repérée pour travailler aux côtés de Guy Lux à Megève, son image s'est définitivement cristallisée. Ensemble, ils ont animé Cadet Roussel, une émission de variété en direct qui s'est gravée dans la mémoire collective. La force de Sophie Darel ne résidait pas dans le scandale ni dans l'excès, mais dans sa fiabilité. Elle ne s'effondrait jamais, ne détournait jamais l'attention à son profit, et considérait la télévision en direct comme un contrat avec le public. Être présente, être claire, ne jamais imposer le poids de sa vie privée aux spectateurs. C'est cette constance, cette maîtrise, qui a fait d'elle une figure indispensable. Pourtant, derrière cette façade maîtrisée, l'équilibre était fragile. La célébrité ne garantissait pas la sécurité financière. Travailler sous l'ORTF signifiait des salaires modestes, même au sommet de la popularité. Reconnaissance publique et confort matériel ne faisaient pas toujours bon ménage. Ses parents, fiers mais inquiets, avaient conscience de sa fragilité. Lorsqu'elle se produisit pour la première fois sur la scène de l'Olympia, son père était plus effrayé qu'elle, convaincu qu'un désastre allait survenir. Et malgré ses peurs, le public n'a jamais douté de sa stabilité émotionnelle. Sophie Darel riait facilement, taquinait les animateurs et refusait de céder à la nostalgie. Cette constance a inspiré confiance, mais elle a aussi créé une illusion, celle que sa vie n'était que lumière et rire. Le silence qui a entouré sa vie personnelle a commencé très tôt. Bien avant de maîtriser les plateaux de télévision, elle avait appris à se taire. À 8 ans, une leçon douloureuse s'est imposée à elle. Une expérience qu'elle a portée seule, sans scandale, sans titre de presse, sans rumeur. Décennies plus tard, elle a choisi de raconter ce traumatisme, mais sans dramatisation ni nom, ni accusation. Juste le poids d'un sentiment, la culpabilité. Ce poids invisible, qui a façonné son paysage émotionnel, l'a accompagnée pendant des années et a contribué à façonner la femme publique que tout le monde a connue. Sophie Darel, aujourd'hui, ne cherche ni réinvention ni rédemption. Elle n'efface pas son passé, elle l'éclaire simplement sous un angle plus complet. Sa force, sa joie et sa résilience ne sont pas des artifices. Elles coexistent avec la douleur, l'endurance et les cicatrices invisibles qui ont accompagné toute sa vie. Son histoire pose une question essentielle. Peut-on réellement comprendre une vie si l'on ne voit qu'un sourire? Ou est-ce que la véritable force réside parfois dans le courage de parler tard, mais avec honnêteté, pour révéler ce qui a toujours été réel? Enfance, formation et premier pas à la télévision. Sophie Darel est née dans un contexte ordinaire, mais son destin semblait destiné à s'extraire de la banalité de ses premières années. Dès l'enfance, elle a montré une curiosité insatiable et une capacité à observer le monde avec un regard à la fois lucide et malicieux. Alors que beaucoup d'enfants expriment spontanément leurs émotions, Sophie a appris très tôt une leçon qui allait marquer sa vie. Le silence pouvait devenir un refuge. À seulement 8 ans, elle a vécu une expérience traumatisante qui, à l'époque, n'a trouvé ni titre dans les journaux ni écho dans l'opinion publique.
Cette expérience a façonné sa sensibilité, mais aussi sa capacité à se construire un espace intérieur inviolable. Ce silence, loin d'être un fardeau immédiat, allait devenir une force qu'elle mobiliserait pour traverser les défis de sa vie d'adulte et de futur artiste. À l'adolescence, Sophie se découvre une passion pour la scène. Contrairement aux idées reçues, elle ne se tourne pas vers la musique, mais vers la comédie. Son instinct la guide vers le conservatoire de comédie, où elle choisit de suivre un parcours artistique atypique, moins préoccupée par le prestige que par la possibilité de se former de manière libre et authentique. Elle trouve dans cet environnement un terrain pour explorer l'expression corporelle, le rythme et le jeu, apprenant à faire vivre les émotions des autres tout en maîtrisant les siennes. Sophie explique plus tard que le parcours traditionnel proposé aux étudiants l'ennuyait. Trop de formalités, trop de contraintes, trop de rendez-vous imposés. Pour elle, la créativité exigeait davantage de fluidité et de spontanéité que le strict respect d'un programme académique. C'est cette approche intuitive qui la conduit vers le cabaret, un univers où elle peut expérimenter, prendre des risques et construire sa propre identité artistique. Dans le cabaret, elle apprend à captiver le public par sa présence, sa vivacité et son humour, des qualités qui deviendront ses marques de fabrique à la télévision. Cette étape de sa vie est cruciale. Elle développe non seulement son talent, mais aussi une discipline intérieure. Elle comprend que la scène exige une constance, une vigilance permanente et surtout une capacité à protéger ses émotions derrière une façade de maîtrise. Les premiers pas de Sophie à la télévision surviennent alors qu'elle est encore adolescente. Rapidement, son talent et sa présence la font remarquer et elle devient un visage familier dans le paysage audiovisuel français. La télévision de cette époque, en direct et souvent imprévisible, ne laisse aucune place à l'erreur. Sophie doit apprendre à gérer le stress, à contrôler son expression et ses réactions, et à maintenir un équilibre entre authenticité et professionnalisme. Cette discipline, qu'elle a commencé à forger dans le cabaret, devient essentielle. Elle apprend que le rire et la légèreté peuvent masquer des souffrances profondes, mais aussi que la constance et la fiabilité sont des valeurs essentielles pour durer dans un métier où la précarité est souvent la règle. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Guy Lux, célèbre animateur de télévision. Leur collaboration commence par une audition remarquée, et bientôt, ils deviennent le duo emblématique de l'émission Cadet-Roussel, un programme de variété en direct qui marque profondément la culture populaire française. La force de Sophie réside moins dans l'excentricité que dans sa capacité à être fiable, rassurante et précise. Elle ne cherche pas le scandale ni le sensationnel. Elle conçoit son rôle comme un engagement envers le public. Être là, claire, joyeuse, accessible, tout en préservant son monde intérieur, devient son credo. Cette posture, fruit de décennies de silence et de maîtrise, lui permet de traverser l'exposition médiatique sans se perdre dans les drames ou les excès. Derrière les projecteurs, la réalité financière de Sophie est loin de refléter sa popularité. Travailler sous l'ORTF ne garantit ni confort ni sécurité. Les salaires sont modestes, même pour des figures aussi connues qu'elle. Reconnaissance publique et stabilité économique ne coïncidant pas toujours, et Sophie apprend très tôt à naviguer entre visibilité et précarité. Ses parents, bien que fiers, s'inquiètent pour elle. Ils connaissent la fragilité du métier et redoutent les imprévus d'une carrière exposée. Lorsqu'elle monte pour la première fois sur la scène de l'Olympia, le trac et l'angoisse se mêlent au plaisir. Son père, tremblant en coulisses, est persuadé que quelque chose a mal tourné, tandis que Sophie, elle, se concentre sur sa présence et sa performance. Cette période de sa vie révèle également un autre aspect fondamental de son caractère, sa capacité à inspirer confiance sans jamais se dévoiler entièrement. Le public voit une femme souriante, maîtrisée et insensible aux tragédies, mais cette image est partielle. Sophie Darel, dès son enfance et tout au long de sa jeunesse, a appris à compartimenter ses émotions, à protéger ses blessures et à transformer ses expériences douloureuses en force tranquille. Ce processus, invisible aux yeux des téléspectateurs, forge la personnalité que le monde admire aujourd'hui. Celle d'une artiste qui incarne la légèreté, le rire et la fiabilité, mais qui a traversé des épreuves silencieuses et profondes. Silence, traumatisme et culpabilité. Derrière le visage souriant et la voix joyeuse que le public connaît, Sophie Darel portait un secret depuis son enfance. Une expérience douloureuse qui n'a jamais fait l'objet d'un titre de presse, ni d'un scandale, ni même d'une rumeur. Ce qui s'est produit lorsqu'elle avait à peine 8 ans est devenu un fardeau silencieux, une blessure intime qu'elle a portée seule pendant des décennies. Ce silence n'était pas simplement un mécanisme de survie. Il est devenu une forme de protection, une manière de garder son monde intérieur intact face à l'incompréhension possible des autres. Ce poids invisible a façonné son caractère et sa relation avec le monde bien avant qu'elle ne devienne une figure de la télévision française. Sophie a expliqué, des années plus tard, qu'elle avait longtemps ressenti une culpabilité irrationnelle.
Non pas qu'elle ait été responsable de ce qui s'était passé, mais elle se sentait, inconsciemment, comme si elle l'était. Cette croyance profondément ancrée l'a maintenue dans le silence, non par oubli, mais parce qu'elle pensait ne pas avoir le droit de parler. L'homme impliqué, une personnalité de la radio admirée et séduisante, avait une image publique qui ne correspondait pas à son comportement privé. Sophie a fait un choix conscient de ce moment, protéger cette personne en ne révélant jamais son identité. Même après la mort de l'homme en question, même lorsque la société a commencé à parler plus ouvertement des violences subies dans l'enfance, elle a refusé de l'exposer. Son raisonnement n'était pas motivé par la peur. Il était motivé par la protection des innocents, de sa famille, de ses proches et même de la mémoire des personnes qui ne savaient rien. Cette décision, souvent mal comprise, était le fruit d'une réflexion profonde. Parler n'avait jamais été pour elle une question de vengeance, mais une manière de briser le silence sans créer de nouvelles victimes. Pendant des années, Sophie n'en a parlé à personne. Ni à ses collègues, ni à ses amis, pas même à son ex-mari. La première personne à qui elle s'est confiée réellement fut son mari actuel, Jacques Anaclet. Elle raconte que cette étape, le partage de son trauma avec quelqu'un en qui elle avait une confiance totale, fut un long processus intérieur de pardon. Ce pardon n'était pas une absolution pour l'autre, mais une nécessité pour sa propre survie. Il lui fallait se libérer de la culpabilité qui l'étouffait depuis l'enfance afin de continuer à vivre pleinement. La capacité de pardonner, d'accepter son passé et de reconnaître sa douleur sans la dramatiser est devenue un élément central de son cheminement personnel. Des décennies plus tard, Sophie Darel a choisi de raconter son histoire au public, mais toujours avec prudence et lucidité. Elle a évité les noms, les détails choquants et le sensationnel. Ce qu'elle a décrit, c'est le sentiment qui a modelé son existence, la culpabilité et la peur silencieuse. Elle a expliqué qu'elle s'était sentie responsable de manière irrationnelle, qu'elle avait intériorisé la douleur pour ne pas troubler le monde autour d'elle. Ce processus de compartimentation a façonné non seulement sa vie privée, mais aussi sa carrière publique. En choisissant de rester fiable, constante et souriante à l'écran, elle a créé une image que le public aimait et admirait, celle d'une femme joyeuse, légère et inébranlable. Cette capacité à masquer ses blessures est devenue une discipline de vie. La maîtrise de soi, qu'elle a commencé à développer à l'enfance, s'est intensifiée avec l'âge et la carrière. Sur les plateaux de télévision, où la moindre hésitation pouvait être remarquée, moquée ou amplifiée, Sophie Darel a appris à contrôler ses émotions et à protéger sa vulnérabilité. Le silence, initialement une réaction au traumatisme, est devenu un outil de survie, lui permettant de fonctionner dans un monde qui valorisait la stabilité et punissait la fragilité. La violence qu'elle avait subie n'a pas détruit sa capacité à aimer la vie, mais elle a enseigné à Sophie une leçon durable. La résilience exige parfois de garder certaines vérités pour soi. Le choix de parler tardivement n'a pas été facile. Il s'agissait de réintégrer dans son récit personnel ce qui avait été longtemps ignoré ou refoulé. Pour Sophie, révéler ce passé n'était pas un moyen de dramatiser sa vie ou d'attirer la sympathie. C'était un acte de vérité et d'honnêteté envers elle-même et envers ceux qui pourraient trouver dans son témoignage une forme de résonance. Elle a montré que la force n'est pas seulement dans la résistance apparente, mais dans la capacité à reconnaître sa vulnérabilité, à l'accepter et à continuer à avancer malgré elle. Cette lucidité tardive surprend certains auditeurs, car elle contraste avec l'image publique qu'ils ont connue depuis toujours. Ils s'attendaient à de l'amertume ou à la colère. Ce qu'ils découvrent, c'est la clarté. Sophie Darel explique que cette lucidité est le fruit de décennies de silence et de maîtrise de soi, d'années passées à protéger son espace intérieur et à maintenir l'illusion de l'inébranlable. Le corps qui n'a jamais voulu s'effondrer sur les plateaux de télévision est le même qui a appris à endurer les blessures invisibles de l'enfance. La discipline et le contrôle ne sont pas seulement des stratégies professionnelles. Elles sont devenues des mécanismes de survie, des moyens de traverser la vie avec intégrité malgré la douleur. Au fil de ces années, le traumatisme et le silence ont façonné non seulement la femme publique, mais aussi la femme privée. Ils ont conditionné son rapport aux autres, sa manière d'aimer, sa perception de la confiance et sa capacité à se protéger tout en restant ouverte au monde. En racontant son histoire, Sophie Darel ne cherche pas à transformer la souffrance en spectacle. Elle montre plutôt que survivre, c'est parfois accepter d'être à la fois fragile et forte, de vivre avec la douleur tout en continuant à sourire, et de comprendre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais une composante essentielle de l'humanité. Les combats pour la santé et le courage silencieux. La vie de Sophie Darel, marquée par la discipline, le silence et la maîtrise des émotions, a été bouleversée à l'âge adulte par des épreuves physiques qui auraient pu ébranler n'importe qui. Son premier diagnostic de cancer du sein fut un choc. Non pas parce que la maladie était inconnue, mais en raison de sa gravité et de l'impact qu'elle pouvait avoir sur sa vie quotidienne et publique.
Pour Sophie, l'enjeu n'était pas seulement médical, il était aussi psychologique et social. Elle ne voulait pas être réduite à l'état de malade aux yeux des autres. Elle voulait rester Sophie Darel, l'artiste, la femme active, l'être humain qui continuait à vivre malgré tout. La première réaction de Sophie face à ce diagnostic n'a pas été la peur de la douleur ou des traitements, mais la crainte de la pitié. Elle refusait que sa souffrance devienne spectacle ou qu'on la regarde avec compassion au lieu de respect. La télévision avait toujours été son lieu de contrôle, où elle pouvait choisir ce que le public voyait et ce qu'il ne voyait pas. Subir la maladie publiquement aurait été une rupture de cette maîtrise. Alors, elle choisit de se protéger, de continuer à travailler, à rire, à apparaître en pleine forme, même lorsque la chimiothérapie s'installait dans son quotidien. Durant cette période, elle observe et apprend. Assise parmi d'autres malades, écoutant des histoires qu'elle ne répétera jamais, elle comprend que la santé n'est pas un acquis, mais un état fragile et temporaire. Chaque traitement, chaque rendez-vous, chaque contrôle médical devient un rappel de la précarité de la vie et de l'importance de la présence, de l'attention et de la discipline dans le maintien de son équilibre. Ce premier combat contre le cancer n'est pas seulement une lutte contre la maladie, il est aussi une leçon d'humilité et de conscience du temps. Malgré les difficultés, Sophie ne se voit jamais comme une héroïne. Elle rejette le langage de la victoire et refuse de transformer sa souffrance en récit spectaculaire. Pour elle, survivre signifie suivre un programme rigoureux, respecter les rendez-vous médicaux, être vigilante et attentive à son corps. Chaque étape est vécue avec sérieux, mais sans dramatisation. La force, pour Sophie, n'est pas dans l'exagération, mais dans la constance, dans la capacité à affronter ce qui est nécessaire, jour après jour. Les années passent et Sophie est confrontée à plusieurs récidives. Le cancer du sein revient, puis un cancer de l'utérus, puis encore un autre diagnostic de cancer du sein. 3 confrontations avec une même question. Jusqu'où le corps peut-il tenir? Chaque fois, elle fait face avec la même discipline tranquille. Elle accepte les traitements, endure la fatigue et la douleur, mais refuse de laisser la peur dicter sa vie. Sa résilience n'est pas le fruit d'un courage spectaculaire. Elle est le résultat d'une endurance patiente et méthodique, d'une capacité à intégrer la maladie dans le rythme de sa vie sans la laisser tout envahir. Ce qui surprend beaucoup de personnes, c'est sa manière d'aborder la peur et le désespoir. Sophie affirme avec fermeté qu'elle n'a jamais eu de pensée suicidaire. Même face à des diagnostics répétés et à des traitements éprouvants, elle a su maintenir son désir de vivre. La peur était présente, inévitable, mais elle n'a jamais annihilé son amour pour la vie. « Je suis une bonne vivante », disait-elle simplement, une phrase qui résume sa philosophie. L'optimisme n'est pas une posture, c'est un constat. Malgré les épreuves, elle continue de vouloir profiter de la vie et d'en apprécier chaque moment. Son rapport à la maladie a également transformé sa perception du temps et des priorités. Les petites contrariétés, les disputes futiles ou les préoccupations superficielles perdent leur importance face à l'expérience de la fragilité. La maladie rend chaque instant précieux, chaque présence humaine significative. Sophie remarque combien le soutien peut être rare. Elle reçoit des lettres de personnes abandonnées par leur entourage au moment de la maladie, des témoignages d'isolement et de solitude qui la bouleversent profondément. Ces récits renforcent chez elle la conscience de la valeur du lien humain, de l'attention et de la fidélité. La relation avec son mari, Jacques Anaclet, prend alors une dimension encore plus profonde. Il n'est pas un sauveur, mais une présence constante. Son rôle n'est pas de résoudre les problèmes, mais de rester à ses côtés, offrant un soutien silencieux mais essentiel. Pour Sophie, cette constance est rare, surtout dans le contexte d'une maladie grave qui met à l'épreuve les couples et les relations humaines. L'amour, selon elle, ne supprime pas la peur, il la rend seulement supportable. Être accompagné, même silencieusement, transforme l'expérience du combat et du danger en une lutte partagée, moins écrasante, moins solitaire. Sophie aborde aussi le vieillissement avec la même lucidité tranquille qu'elle a appliquée face à la maladie. Elle refuse de romancer la jeunesse ou de considérer l'âge comme un frein au désir, à l'intimité ou à la joie. Elle normalise l'affection et la proximité, affirmant que le tabou autour de l'amour à un âge avancé est culturel et non biologique. Cette vision réaliste s'étend à son rapport à l'apparence. Elle admet avoir eu recours à la chirurgie esthétique de manière mesurée. Nez, yeux, cou, mains, mais toujours dans le respect de la cohérence et sans excès. Faire semblant de ne pas vieillir, affirme-t-elle, est plus dangereux que les rides elles-mêmes. Son vrai combat est contre l'invisibilité et l'effacement, non contre le temps. Enfin, malgré les multiples maladies et traitements, Sophie Darel ne laisse jamais la souffrance envahir sa vie publique. Elle choisit ce qu'elle partage et quand elle le partage. Chaque témoignage, chaque mot, chaque confession est pensée pour éclairer,
aider ou sensibiliser, mais jamais pour dramatiser ou susciter la pitié. Sa discipline, qui a commencé dans l'enfance et s'est consolidée à travers les années de télévision, devient un outil essentiel pour traverser la maladie avec dignité et intégrité. Elle enseigne à son public que survivre ne nécessite pas toujours des gestes spectaculaires, mais demande surtout constance, patience et engagement envers soi-même et envers ceux qui nous entourent. Vieillir, rester visible et critiquer l'indifférence sociale. Pour Sophie Darel, vieillir n'a jamais été un acte de renoncement. Contrairement à beaucoup, elle ne voyait pas le temps comme un ennemi à combattre ni la jeunesse comme une norme absolue à préserver. Elle refusait surtout l'invisibilité qui accompagne trop souvent l'âge avancé dans nos sociétés. Dans ses interventions publiques, elle soulignait avec lucidité que la peur la plus profonde n'était pas la mort, mais le fait d'être écartée, de devenir insignifiante, de disparaître progressivement du regard des autres. Cette peur, bien plus subtile que l'angoisse de la fin de vie, a façonné ses choix, son énergie et son engagement. Vieillir, pour elle, signifiait avant tout rester actif, engagé et utile. Elle percevait la retraite non pas comme un moment de repos bien mérité, mais comme un risque d'isolement et de marginalisation. Ces années de carrière l'avaient préparée à comprendre que la visibilité et l'influence ne garantissent ni confort ni sécurité. La popularité pouvait s'estomper, mais les besoins réels, eux, persistaient. Elle en a fait l'expérience avec une franchise remarquable. Même après avoir été l'un des visages les plus familiers de la télévision française, ses revenus restaient modestes. La célébrité ne s'achetait pas, la sécurité financière non plus. Pourtant, Sophie n'exprimait ni rancune ni amertume. Elle considérait cette situation avec pragmatisme, comme une réalité à accepter et à gérer plutôt qu'une injustice à déplorer. Cette lucidité financière a renforcé son approche du vieillissement. Elle ne se contentait pas de survivre, elle voulait continuer à vivre pleinement. Les petites contrariétés perdaient de leur importance, tandis que le temps et la présence des autres gagnaient en valeur. La solitude, qu'elle avait expérimentée dans l'enfance et pendant ses combats médicaux, devenait un enjeu social et moral qu'elle prenait très au sérieux. Elle s'engageait dans des actions visant à lutter contre l'isolement des personnes âgées, comprenant combien le soutien, la compagnie et la reconnaissance sont rares et précieux. Pour elle, l'isolement n'était pas une conséquence naturelle de l'âge, mais un échec de la société à maintenir des liens humains. Les maisons de retraite, qu'elle connaissait à travers le vécu de sa mère et celui de la belle-mère de Jacques, lui apparaissaient comme des symboles d'abandon. Pour Sophie, ces lieux reflétaient davantage l'oubli que le soin. Cette perception a nourri son engagement, son attention aux autres et sa volonté de ne jamais se retirer dans l'invisibilité. La critique culturelle de Sophie Darel ne s'arrêtait pas aux institutions. Elle s'étendait également à la télévision contemporaine. Elle regrettait la disparition des formats en direct qui autrefois créaient un sentiment de présence collective, renforçant le lien social et l'expérience partagée. Pour elle, ces émissions vivaient et respiraient avec le public. Elles étaient un espace où l'imprévu pouvait être accepté, où la spontanéité et l'émotion humaine avaient leur place. Et voilà, l'histoire de Sophie Darel nous rappelle que la force ne réside pas dans le silence ou le paraître, mais dans la capacité à vivre pleinement, à rire malgré la douleur et à continuer d'avancer. Sa vie nous montre que joie et souffrance peuvent coexister, que parler tard peut encore changer la manière dont on est compris, et que chaque jour mérite d'être vécu avec présence et dignité. Alors dites-moi en commentaire, pour vous, être fort, c'est rester silencieux ou oser parler de ses épreuves. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer.